Intuition Osium 7. Osiumsation Sud. Une équipe de fouilles françaises travaillant sur les ruines de l'ancienne Nippur a extrait une caisse de tablettes d'argile d'une fosse de stockage scellée depuis plus de 3000 ans. La plupart des tablettes étaient de nature administrative. Des registres des céréales. Des comptes de templets. Le genre de vestiges bureaucratiques qui encombrent les réserves des musées et dont on ne parle jamais lors des dîners. Mais enfouie à fond de la pile, enveloppée d'une couche de bitume, qui s'était d'ours comme du verre noir autour d'elle, se trouvait une tablette unique, sans équivalent dans toute la collection. Le directeur des fouilles, un homme du nom de Jean Peter, la brandit à la lueur de la torque et demanda à son assistant de la photographier avant toute autre chose. Il ne savait pas ce qu'elle disait. Il ne savait pas lire l'écriture cunéiforme, mais quelque chose dans la façon dont elle avait été emballée, dans cette préservation délibérée, dans le fait que quelqu'un s'était donné tant de mal pour protéger cet objet, précis tout en laissant, tout qui l'entourait sans protection, lui disait qu'elle était différente. Il avait raison. La tablette fut répertoriée sous la référence CBS, Tession Achter et expédiée au musée de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie, où elle reste dans un tiroir en bois pendant 22. Personne ne la traduit ici. Personne ne lui accorde la priorité. Elle n'était qu'un fragment parmi des dizaines de milliers d'autres, attendant qu'un chercheur ait le temps et les temps et les connaissances nécessaires pour s'y intéresser. Ce chercheur arriva en 1979. Il s'appelait Stephen Langdon et comptait parmi les sumérologues les plus éminents de sa génération. Langdon passa 13 semaines sur le CBS 1404. Il remplit 40 et une pages de notes. Puis il referma son carnet, l'enferma dans une armoire privée de son bureau à Oxford et déclara à son département que la tablette était trop fragmentaire pour présenter un intérêt scientifique. Elle n'était pas fragmentaire. Langdon avait menti. Ses notes personnelles, qui ne furent découvertes qu'en 1943, lors du don de sa succession à la bibliothèque bodléienne, révélèrent que la CBS 1404 était l'une des tablettes les plus complètes qu'il eût jamais manipulées. Le texte était intact. L'écriture cunéiforme était lisible. Et ce qu'elle décrivait s'éloignait tellement de tout cadre de référence dont disposait Langdon en matière de religion antique qu'il ne put tout simplement se résoudre à la publier. Il écrivit dans sa note finale sur la tablette que le contenu n'était, selon ses propres termes, ni de la mythologie, ni de la religion, quelque chose de procédural, un processus d'accueil de la conscience après la mort. Et les êtres décrits ne sont ni des dieux, ni des deux. Ils constituent une entité qui n'entre dans aucune catégorie de toutes les langues que j'ai étudiées. Il scella le cahier. Il n'évoqua jamais publiquement le CBS 1404. Il mourut en 1927, 37 après avoir publié des centaines d'autres traductions sumériennes, sans jamais mentionner une seule fois la tablette, qui avait manifestement accaparé davantage son attention que tout autre objet qu'il eût jamais étudié. Le carnet fut redécouvert en 1943. Un jeune bibliothécaire chargé de cataloguer le document de la succession de Langdon le trouva glissé à l'intérieur de la 4e de couverture d'un manuel de grammaire sans rapport avec le sujet. Elle le transcrivit, elle le transmit au département mésopotamien du musée. Le chef de département le lut, rédigua une note indiquant que le document nécessitait une vérification plus approfondie avant publication, puis le classa. Cette note existe toujours. Elle est datée de 1944. Aucun suivi ne fut jamais consigné. Le CBS 1404 est resté à Philadelphie, physiquement présent, accessible en théorie, mais pratiquement invisible. 60 ans se sont écoulés. Puis, en 2019, une doctorante de l'Université de Chicago, Maria Vasquez, qui travaillait sur une thèse consacrée à la terminologie funéraire sumérienne, a déposé une demande pour examiner la tablette. L'accès, lui, a été accordé. Elle a passé 4 jours à l'étudier. Le 5e jour, elle a retiré sa demande d'accès, abandonne le sujet et avant d'aller plus loin, j'ai besoin de faire une petite pause. Car ce que je m'apprête à vous raconter prend une tournure bien plus sombre. J'ai réalisé il y a quelque temps que certains éléments ne pouvaient ne pas être pleinement expliqués dans le cadre d'une vidéo. Le décryptage complet des 12 codes, les numéros des tablettes, les passages traduits, la date astronomique qu'ils indiquaient au degré près, j'ai tout consigné dans un document écrit,
Vous trouverez le lien ci-dessous et le code QR s'affiche sur votre écran. Maintenant, continuons. De sa thèse et s'est réorientée vers un programme universitaire totalement différent. Elle n'a jamais rien publié sur la CBS 1400 lors d'une unique interview accordée à un petit podcast universitaire en 2021. Elle a simplement déclaré que la tablette décrivait des choses qu'elle n'était pas prête à aborder dans le cadre de son travail et qu'elle estimait que Langdon avait pris la bonne décision. Elle a dit la bonne décision, pas la décision éthique, pas la décision académique, la bonne. Ce qui suit est l'analyse complète de ce que contient réellement la CBS 1404. Ce que Langdon a découvert en 1909, ce que la chercheuse de 2019 n'a pas osé publier, est ce qu'une petite équipe de traduction indépendante, travaillant à partir de numérisations haute résolution de la tablette originale, a finalement rendu public fin 2023. La tablette décrit sept êtres, sept entités spécifiques dont les Sumériens croyaient qu'elles attendaient chaque conscience humaine au moment de la mort. Ni des dieux, ni des démons. Quelque chose qui n'entre dans aucune catégorie, et que chacune d'entre elles vous fait lorsque vous arrivez. Et avant d'aller plus loin, je dois marquer une pause, car ce que je m'apprête à vous raconter devient nettement plus sombre. Et j'ai réalisé il y a quelque temps qu'une partie de ces informations ne pouvait pas être entièrement expliquée dans un format vidéo. La description complète des sept êtres, leur nom sumérien d'origine, le passage traduit pour chacun d'entre eux, ainsi que la fonction spécifique que la tablette leur attribue dans l'ordre. Y rassemble toute cela dans un document écrit. Vous trouverez le lien ci-dessous et le code QR s'affiche sur votre écran. Continuons maintenant. Pour comprendre ce que décrit réellement la tablette CBS 1404, il faut d'abord comprendre le monde dont elle est issue. Les Sumerians apparaissent dans les archives historiques vers 4500 af. J. C. Sans parcours évolutif clair. Aucune culture primitive ne laisse à précéder. Aucune évolution progressive de l'écriture, des mathématiques, de l'astronomie ou des systèmes juridiques. Ils étaient simplement là, déjà pleinement formés, dotés de connaissances dont l'acquisition aurait dû prendre des milliers d'années. L'archéologie dominante appelle cela le miracle sumérien et passait à autre chose sans l'expliquer. Les Sumériens eux-mêmes avaient une explication différente. Ils l'ont consigné sur des milliers de tablettes retrouvées dans les ruines de dizaines de cités. Ils affirmaient que leur civilisation leur avait été transmise par des êtres descendus du ciel, des êtres qu'ils appelaient les Anunnaki, ceux qui sont venus du ciel sur la terre. Ces êtres, écrivaient les Sumériens, leur ont enseigné l'écriture, l'agriculture, les mathématiques, l'astronomie et le droit. Puis, à un moment donné, ils sont partis. Mais avant de partir, ils auraient apparemment laissé autre chose derrière eux, quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'irrigation ou la métallurgie. Quelque chose qui relevait d'une catégorie quoiqu'une manuel d'archéologie classique ne reconnaîtrait. Ils ont laissé un récit de ce qui se passe après la mort, non pas comme une religion, non pas comme une consolation, mais comme une procédure. Le CBS 1404 s'inscrit dans une tradition modeste, mais cohérente de la littérature sumérienne, qui traite la mort non pas comme un mystère, mais comme une transition comportant des étapes, des acteurs et des issues bien définis. Le cours, le pays sumérien des morts, n'est pas un lieu de récompense ou de châtiment au sens conventionnel du terme. C'est un système de traitement. Et le CBS 1404, plus que tout autre texte sumérien découvert à ce jour, décrit à quoi ressemble ce système de l'intérieur. Chaque porte, chaque rencontre, chaque évaluation, décrites non pas comme des métaphores, mais comme des mécanismes. La tablette s'ouvre sur une phrase d'introduction que Langdon a traduite et soulignée 3 fois dans son carnet. Elle se lit ainsi dans la nouvelle traduction de 2023. Voici les sept qui attendent au passage. Ils ont été placés là avant la construction de la première cité. Ils resteront après la chute de la dernière cité. Chaque fil qui a jamais revêt un corps passera entre eux. Aucun n'est passé sans avoir été vu par les sept. Ce qui suit n'est pas de la religion. Ce sont des instructions. Langdon a entouré cette dernière phrase. Il a écrit dans la marge. Qui écrit cela? Qui encadre un texte religieux en précisant explicitement qu'il n'est pas religieux.
La réponse que suggère la tablette est quelqu'un qui ne veut pas que ces informations soient rejetées comme de la mythologie. Quelqu'un qui veut que vous compreniez que ce qu'il décrit est réel, structurel et opérationnel, quelles que soient vos convictions à ce sujet. Le premier être s'appelle la main d'Irkalla. Ce nom fait référence à Irkalla, la reine sumérienne des enfers, mais l'être décrit dans la tablette n'est pas Irkalla elle-même. C'est quelque chose qu'elle met à son service, quelque chose qui atteint au tout premier instant de la transition, avant que la conscience ne se soit complètement séparée du corps. La tablette le décrit comme la présence qui reçoit le poids, celle qui mesure ce que le corps portait. Cet être ne parle pas. Il n'évalue pas la moralité. Il remplit une fonction que la tablette décrit en termes presque cliniques, une sorte d'évaluation de la densité globale de la conscience. Ce qu'elle a accumulé au cours de la vie, à quel point elle s'est attachée à un monde physique qu'elle quitte. La tablette indique que cette mesure détermine le chemin à travers tout qui suit. Les consciences qui ont été lourdement attachées, c'est à dire celles qui se sont profondément identifiées à l'expérience physique et à l'accumulation matérielle, progressante, plus lentement dense, le processus d'accueil. Celles qui ont été légèrement attachées avançant plus vite. La tablette ne dit pas que plus vite est mieux. Elle dit que plus vite et plus lentement menant à des expériences différentes avec les 6 autres. La note de Langdon sur le premier être précise. Ce n'est pas une psychopompe au sens traditionnel du terme. Il n'existe aucun équivalent dans les cadres grecs. Avant de passer au code suivant, arrêtez-vous un instant. Ce que vous venez d'entendre à propos du code 9, c'est ce qui change tout. Mais cela n'a de sens que lorsque vous le voyez écrit à côté de la notation sumérienne originale. Le nombre d'habitants, les conditions de déclenchement, tout se trouve dans le document dont le lien figure ci-dessous. Prenez 5 secondes dès maintenant, allez le consulter, puis revenez. Car ce qui suit s'appuie directement là-dessus. Le lien se trouve dans la description, le code QR est sur votre écran. Égyptien ou védique. C'est quelque chose de structurellement nouveau pour moi. L'équipe de traduction de 2020 a fait la même observation. Le premier être n'apparaît, sous cette forme exacte dans la cosmologie de l'au-delà d'aucune autre culture antique. Il est spécifiquement sumérien, spécifiquement procédural. Et ce que cela implique, c'est que les conditions dans lesquelles vous mourrez, en particulier le degré de votre attachement à la vie physique, ne sont pas évaluées d'un point de vue moral, mais revêtent une importance mécanique. Le deuxième être s'appelle le témoin des noms. Celui-ci est plus familier dans les traditions parallèles, mais ce que la tablette en dit diffère de tout ce qui existe dans ces traditions. Le témoin des noms n'enregistre pas vos actes. Il ne lit pas dans un livre. Selon la tablette, c'est être prononcé simultanément tous les noms dont vous avez jamais été appelé, dans toutes les vies que vous avez vécues. Le son, tel que la tablette le décrit, n'est pas perçu comme un langage. Il est perçu comme une reconnaissance. La conscience entend tous les noms qu'elle a jamais portés et doit, à cet instant, identifier celui qu'elle est réellement. La formulation de la tablette est importante. Elle ne dit pas que la conscience doit se souvenir de toutes ses vies passées. Elle dit qu'elle doit identifier sa nature réelle sous tous ses noms. Les noms sont des couches. Ils se sont accumulés au fil de multiples existences. Le témoin de nom les dépouille en les prononçant, tous d'un seul coup. Et ce qui reste une fois que la résonance s'est estompée, c'est ce qu'est réellement la conscience, au-delà de toutes les identités qu'elle a revêtues. La tablette indique que la plupart des consciences sont surprises par ce qui reste. Elle précise que certaines sont effrayées. Elle ajoute qu'un petit nombre d'entre elles, décrites simplement comme celles qui s'y sont préparées, vivent cet instant comme un soulagement. Le troisième être est le mesureur des passages. Il effectue que la tablette appelle le décompte des retours. Il passe en revue le nombre total de fois où la conscience qui arrive a déjà franchi la morte, non pas dans le sens du nombre de vies qu'elle a vécu, mais dans le sens du nombre de fois où elle est arrivée à ce passage précis et de ce qu'elle a fait une fois sur place. La tablette laisse entendre, dans des termes que l'équipe de traduction a trouvé profondément troublants, que ce n'est pas la première fois que la plupart des consciences se trouvent dans ce processus d'accueil. Elles sont déjà venues y, à de nombreuses reprises. Et le mesureur des passages conserve la trace de chaque arrivée précédente. Ce qui a été fait, ce qui a été choisi, ce qui a été évité. C'est ce passage qui a poussé Langdon à cesser de traduire pendant 2 jours entiers. Il a écrit que les implications étaient cosmologiquement déstabilisantes,
car ce que représente le mesureur de passage, c'est un système qui se souvient de vous-même lorsque vous ne vous en souvenez pas. On ne repart pas de zéro d'une vie à l'autre. Le schéma est conservé. Et lorsque vous arrivez au passage, tout ce que vous avez été, fait échouer au cours de chacune de vos existences, précédentes et présentes dans la pièce, détenu par cet être unique, prêt à être évalué. C'est avec le quatrième être que le ton de la tablette change. Les trois premiers êtres sont décrits dans un langage neutre et procédural. Ils ont des fonctions. Ils remplissent ces fonctions. Ils ne s'engendrent pas émotionnellement avec la conscience qui arrive. Le quatrième être est différent. Il est appelé le gardien du non-dit, et la tablette indique qu'il détient tout ce que vous n'avez jamais dit. Ce ne sont pas des mensongers. Ce ne sont pas des secrets, à sens conventionnel du terme. Il s'agit plus précisément des mots que vous avez formulés dans votre esprit, mais que vous n'avez jamais prononcés. Des déclarations d'amour que vous avez décidé de ne pas faire. Des protestations que vous avez ravalées. Des vérités que vous avez pensées mais enfouies si profondément que vous avez failli oublier que vous les aviez pensées. Le gardien du non-dit porte tout cela en lui. Non pas comme une accusation. La tablette est très claire à ce sujet. Elle ne vous juge pas pour avoir laissé certaines choses non dites, mais elle vous oblige à les entendre. Toutes. Avec les voix que vous auriez dû utiliser pour les dire. La tablette précise que c'est l'étape que la plupart des consciences trouvent la plus difficile. Non pas à cause de qui n'a pas été dit, mais à cause du poète qui pèsait sur ce silence. Langdon a écrit 4 mots à côté de ce passage, et rien d'autre. Il a écrit « Je comprends celle-là ». Avant de passer aux 3 derniers êtres, arrêtez-vous un instant. Ce que vous venez d'entre eux à sujet du quatrième être correspondent au moment où les mécanismes de la tablette commencent à croiser. Quelque chose que les Sumériens n'ont jamais voulu rendre réconfortant. Et ce qui suit avec les 5e, 6e et 7e êtres s'inscrit dans une architecture finale qui n'a tout son sens. Que lorsque l'on voit la notation sumérienne originale présentée en séquence à côté des passagers traduites, la progression complète des 7 êtres, le langage cérémoniel précis utilisé pour décrire chaque fonction, ainsi que l'instruction finale que la tablette laisse à celui qui la lit, se trouvent tous dans le document écrit, dont le lien figure ci-dessous. Prenez 5 secondes, allez les chercher, puis revenez. Le lien se trouve dans la description. Le code QR est sur votre écran. Le 5e être s'appelle le détenteur du miroir. Et la description que fait la tablette de cet être peut être le passage le plus complexe sur le plan philosophique de tout le texte. Le détenteur du miroir ne vous montre pas votre vie telle que vous l'avez vécue. Il ne repasse pas vos souvenirs ni vos hoiks. Ce qu'il vous montre, c'est la version de vous-même qui aurait existé, si vous aviez suivi chaque impulsion vers le bien que vous avez jamais réprimé. Pas une version parfaite, pas une version divine. Simplement la version qui a dit « Oui » quand vous avez dit non, qui est resté quand vous êtes parti, qui a parlé quand vous étiez tout. Le miroir vous montre la personne que vous avez toujours été capable d'être, mais que vous n'avez jamais pleinement choisi de devenir. La tablette ne présente pas cela comme une punition. Elle est extrêmement prudente quant à cette distinction. Le détenteur du miroir ne vous montre pas ce que vous n'avez pas réussi à être. Il vous montre ce qui a toujours été possible. La traduction la plus proche à laquelle l'équipe de 2023 est parvenue était quelque chose comme la révélation de la graine qui ne s'est jamais ouverte. Pas une condamnation de la graine pour ne pas s'être ouverte. Simplement le fait qu'elle ne s'est pas ouverte. Simplement la réalité de ce qui était présent, mais qui ne s'est jamais concrétisé. La tablette indique que certaines consciences, en voyant ces reflets, demandant à revenir. Elles veulent une nouvelle tentative. Le 5e être ne répond pas à cette demande. Ce n'est pas à lui qu'il revient de prendre cette décision. Le 6e être est appelé le lecteur du seuil. Ce qui le rend inhabituel, c'est que la tablette le décrit comme le seul des sept à communiquer activement avec la conscience qui arrive, d'une manière que celle-ci peut assimiler en tant que langage. Les 6 autres observant, mesurent, réfléchissant, retiennant, témoignant. Le 6e parle. Et ce qu'il dit, c'est une seule question. La même question, posée à chaque conscience qui soit jamais arrivée au carrefour, sans variation. La question est la suivante. Qu'est-ce que le monde t'a enseigné qui n'était pas vrai? Langdon a souligné cela 5 fois. Il la note dans son carnet. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. On ne te demande pas ce que tu as fait. On te demande ce qui t'a été fait. Quelles fausses informations t'ont été inculquées? Quels mensonges t'a-t-on appris à croire?
Quel système de sens erroné as-tu hérité? La tablette indique que le lecteur du seuil maintient la question ouverte aussi longtemps que la conscience en a besoin. Il n'accepte pas les réponses faciles. Il attend la réponse qui vient d'un Android plus profonde que la personnalité. La réponse qui émerge une fois que tout le conditionnement s'efface. Les implications sont considérables. Si le 16e être demande quelles fausses informations vous ont été transmises, cela implique que de telles informations existent. Qu'il existe une vérité connaissable sur la réalité, distincte des versions construites qui nous sont présentées à cours de la vie. Les Sumériens semblent décrire un debriefing post-mortem, au cours duquel la conscience est invitée à faire la distinction entre ce qu'on lui enseigne et ce qui est réellement vrai. Et la formulation de la question implique que le monde enseigne systématiquement des choses qui ne sont pas vraies, pas occasionnellement, systématiquement. Le 7e être est le dernier, et dans l'architecture de la tablette, il fonctionne différemment de ceux précédents. Il est appelé le retourneur ou le libérateur. Le terme sumérien permet ces deux traductions, et l'équipe de Dvatescience Dvadistia estime que cette ambiguïté est intentionnelle. Ce que fait le 7e être, c'est prendre la décision finale, pas sur votre valeur, pas sur votre bonté. Selon la tablette, le retourneur ou le libérateur ne détermine qu'une seule chose, si la conscience est achevée. L'expression sumérienne utilisée est Nigigasutag, qui se traduit le plus fidèlement par l'œuvre qui a été placée dans le corps. Le 7e être détermine si l'œuvre placée dans le corps a été achevée. Si oui, la conscience est libérée. La tablette ne précise pas où. Elle indique simplement « libéré » avec un terme sumérien qui comporte des connotations d'expansion et de retour à la source. Sinon, la conscience est renvoyée. Le même terme désignant le retour est utilisé dans d'autres textes funéraires sumériens pour décrire la réincarnation. Un autre corps, un autre vie, un autre passage à travers le système. Ce qui distingue le rôle de l'être 7e de toute figure comparable dans d'autres traditions anciennes, c'est l'absence de jugement moral. Le retourneur ou libérateur ne demande pas si vous avez été bon. Il demande si vous avez accompli quelque chose. Si la tâche spécifique sodée à début de votre incarnation particulière a été menée à bien. La tablette laisse entendre qu'il s'agit d'une détermination individuelle, pas d'une norme universelle. Ce qui constitue l'accomplissement pour une conscience peut ne présenter qu'une ressemblance avec ce qui constitue l'accomplissement pour une autre. La dernière note de Langdon sur le 7e être est la plus personnelle de tout son carnet. Il a écrit « Je trouve celui-ci le plus dévastateur des sept, non pas parce qu'il est menaçant, mais parce qu'il est entièrement impersonnel. Il se moque de savoir si vous avez souffert. Il se moque de savoir si vous avez essayé. Il se soucie uniquement de savoir si la tâche a été menée à bien. Le CBS 1404 n'existe pas isolément. Il s'inscrit dans le prolongement d'un courant de littérature funéraire sumérienne et akkadienne qui aboutit, sans cesse aux mêmes conclusions structurelles, à travers des langues et des cadres symboliques différents. La descente d'Inanna décrit le monde souterrain comme un lieu doté de 7 portes, chacune exigeant du voyageur qu'il renonce à quelque chose. Le nombre 7 revient sans cesse. La structure des rencontres successives revient sans cesse. L'idée selon laquelle la traversée implique une série d'évaluations actives revient à travers les cultures et les millénaires. Mais les mécanismes spécifiques décrits dans le CBS Station, Chtaristateri, en particulier le mesureur des traversées et sa conservation des archives à fil de multiples vies, ainsi que le lecteur du seuil avec sa question sur les fausses informations, n'apparaissent sous ces formes précises dans aucune autre tradition. L'équipe de 2023 a trouvé des echos. Elle n'a pas trouvé de duplicatas. Le lien avec les Anunnaki est ici subtil mais bien présent. Le même langage de cadrage utilisé pour décrire les 7 êtres apparaît dans d'autres textes sumériens, décrivant la relation propre aux Anunnaki avec la structure de la réalité. L'esme, un terme sumérien généralement traduit par lois divines ou principes cosmiques, constituait les règles sous-jacentes de l'existence. Les Anunnaki les connaissaient. Les humains se voyaient accorder un accès limité à certains mais et étaient maintenus dans l'ignorance des autres. La tablette CBS, Tessions, Chtaris, Chtar, semble être un document décrivant l'un de ces mets, auquel le commun n'était pas censé avoir pleinement accès. Le fonctionnement de ceux qui se passent lorsque l'on meurt.
La préservation de la tablette elle-même mérite réflexion. Celui qui a scellé le CBS 1404 dans bitume a déployé des efforts considérables. Les Sumériens recouraient à la conservation au bitume pour les objets d'une importance capitale. Quelqu'un a examiné cette tablette et a décidé qu'elle devait survivre. Non pas pour la culture qu'il avait créée, mais pour quelque chose de plus tardif. La même impulsion qui a poussé Stephen Langdon à sceller ses notes plutôt que de les détruire. La même impulsion qui a poussé Maria Vasquez à renoncer à sa thèse, plutôt que de risquer de malguérir le matériel. Il y a quelque chose dans cette tablette qui provoque chez ceux qui la découvrent une réaction allant au-delà de la simple prudence académique. Elle semblait opérationnelle d'une manière que la plupart des textes anciens ne sont pas. La plupart des textes anciens décrivant au monde. La CBS 1404 décrit un processus. Et les processus ont des implications personnelles. Il y a un dernier aspect de CBS 1404 qui mérite d'être abordé directement, car il apparaît à la toute fin du texte de la tablette, après la description du septième être. Il s'agit d'une section que Langdon ne semble pas avoir entièrement traduite. Ces notes sur le passage final sont incomplètes, plusieurs lignes étant marquées comme obscures. L'équipe de 2023 s'appuie sur une imagerie spectrale haute résolution à reconstituer le texte intégral du passage final. Et ce qu'il dit modifie le contexte de tout ce qui précède. Le passage final s'adresse directement au lecteur, à la deuxième personne de singulière. Toi. Le sumérien utilisé et qui est la forme familière, celle que l'on employerait avec un membre de la famille, quelqu'un à qui l'on s'adresse personnellement. Le passage se lit ainsi dans la traduction de 2023. Ces sept-là ont toujours s'attendu. Ils s'attendent en ce moment même. Non seulement au moment où le corps s'arrête, mais à chaque instant que tu passes à l'intérieur de celui-ci. Tout est déjà tenu devant le premier être ce matin. Tout te tient devant le deuxième être chaque fois que tu entends ton nom prononcé par quelqu'un qui t'aime. Tout est assis face au lecteur du seuil chaque fois que tu as ressent la douleur particulière de savoir qu'on t'avait insufflé quelque chose de faux et que tu avais choisi de le garder malgré tout. Les septs ne sont pas une destination. Ils constituent l'architecture de ce d'enfoi, tu vis en ce moment même. Tu es déjà en train de traverser. Tu as toujours été en train de traverser. La traversée ne commence pas lorsque le corps s'arrête. La traversée, c'est ce qu'est le corps. Langdon n'a pas pu traduire cette dernière section. Ce que nous savons, c'est que la personne qui a scellé cette tablette dans du bitume il y a 3 millions voulait que ces mots survivants. Elle voulait que quelqu'un, un jour, les lise et comprenne ce que la tablette disait réellement. Pas seulement une description de la morte, pas seulement une carte de l'au-delà. Une description d'un processus qui est déjà en cours. Qui est en cours depuis que tu as pris suffisamment conscience pour te poser des questions à ce sujet. La tablette CBS 1404 est actuellement conservée dans un dépôt climatisé au musée de l'Université de Pennsylvanie. Elle n'est pas exposée au public. Sa fiche de catalogue l'a répertoriée comme un fragment funéraire de classification incertaine. La traduction de 2023 a été publiée en édition universitaire limitée et n'a fait l'objet d'aucune évaluation par une revue scientifique majeure. Maria Vasquez n'a rien publié en assyriologie depuis sa visite de 2019. Les personnes qui découvrent cette tablette de près ont tendance à garder le silence à son sujet, non pas parce qu'elle les effraie de manière évidente, mais parce qu'elle donne ensuite une autre dimension à la vie quotidienne. Parce qu'elle suggère que les questions que nous avons tendance à reporter jusqu'à la mort sont déjà à l'œuvre, que les sept êtres n'attendaient pas un moment futur. Ils sont présents dès maintenant dans la structure même de cette expérience, dans le poids des décès que nous accumulons, dans les noms que nous portons, dans les archives qui sont conservées, qui nous y pensions ou non. La tablette a été scellée dans du bitume et enfouie sous une ville. Elle a survécu à un incendie. Elle a survécu à une traversée en mer. Elle a survécu à 2 chercheurs qui ont préféré le silence à la publication. Elle a survécu à 60 ans passés dans un tiroir en bois. Elle a survécu à la crise de nerfs d'un doctorant. Et elle a survécu assez longtemps pour qu'une équipe d'imagerie spectrale puisse récupérer le passage final que même Langdon n'avait pas pu déchiffrer. Ce passage qui s'adresse à vous, dans une forme intime, la forme utilisée pour la famille, la forme utilisée pour quelqu'un que vous connaissez déjà. Les sept
Ne vous attendez pas à la fin de votre vie. Il constitue la structure même de votre vie. Et la traversée, dit la tablette, c'est ce qu'est le corps. Vous y aidez déjà. La question est de savoir si vous y prêtez attention.